Aujourd'hui, dans ce reportage, nous allons vous parler du camp de Rivesaltes, autrement dit le camp Joffre. Ce camp a servi de 1939 jusqu'en 2007. Il a accueilli diverses personnes, divers réfugiés, divers prisonniers militaires et sous diverses fonctions. Voici son histoire. Nous allons retracer, au fil de ce documentaire, les personnages, l'histoire du camp, ses diverses formes et les événements qui l'ont fait. Le camp Joffre, dit camp de Rivesaltes, a été fondé en 1935. De 1939 à 2007, ce camp militaire a accueilli diverses structures de regroupement de civils et de militaires vaincus. La création du camp. Des premiers projets à la construction. L'officier d'artillerie Joffre propose en 1875 la création d'un camp sur le 9e régiment pour le 9e régiment d'artillerie. Il dispose de nombreux atouts. Proximité de la route nationale, d'une voie ferrée, de la mer, des corbières, mais le terrain, peu cher, manque d'eau. En 1935, quand le projet est repris, un aérodrome s'est en plus installé à côté. Un centre militaire d'instruction est donc créé, sur 600 hectares, au 4/5e de la commune de Rivesaltes et au 5e sur celle de Sals. Il est doté de bâtiments en fibrociment. À la suite de la retirada, il est envisagé de placer au camp Joffre plus de 15 000 réfugiés républicains fuyant le franquisme. Cela reste à l'état de projet, même si de plus faibles flux ont lieu. En 1939, 1000 miliciens espagnols du camp de Vernet, alors que le camp n'est pas construit. Au début de 1939, à la fin de la guerre civile espagnole, la chute de Barcelone provoque l'arrivée en France de plus de 450 000 réfugiés espagnols. Les autorités françaises débordées édifient à la hâte des camps, dits de concentration puis d'internement, sur les plages du Roussillon à Argelès, au Barcarès, à Saint-Cyprien. Des dizaines de milliers de réfugiés espagnols, les combattants des brigades internationales, s'entassent dans des camps dénués de tout, pas de baraques, ni de latrines, à peine de la nourriture. D'autres camps sont ouverts quelques semaines plus tard pour rationaliser l'accueil, mais l'hébergement reste extrêmement précaire. En 1940, après la défaite et l'installation du gouvernement de Vichy, le système d'internement change de nature. Les juifs étrangers peuvent désormais être internés sur simple décision préfectorale. Les Espagnols sont mobilisés dans les groupements de travailleurs étrangers. Femmes et enfants restent confinés dans ce lieu inhospitalier, glacial en hiver et torride en été, où règne la promiscuité, l'insalubrité et la faim, où la mort rôde notamment autour des enfants les plus jeunes malgré l'aide apportée par des œuvres d'assistance dépassées par l'ampleur de la tâche. 12 témoignages émanant de 5 femmes et de 7 hommes nés entre 1924 et 1939 évoquent cet univers d'enfermement et arbitraire. C'est dans ce cadre qu'ils participent en 1940 à l'aménagement du camp de Rivesaltes destiné à accueillir des familles. Le 14 janvier 1941, le camp devient officiellement le centre d'hébergement de Rivesaltes. Vichy y interne massivement des Espagnols, des Juifs et aussi des Tziganes sédentarisés de force. Au 31 mai 1941, le camp compte 6 475 internés de 16 principales. Plus de la moitié sont espagnols, les Juifs étrangers représentent plus du tiers. Pendant l'été 1942,
La mise en œuvre de la solution finale change à nouveau la vocation de Rivesaltes. Le 5 septembre, une partie du camp devient centre national de rassemblement des Israélites. Tous les Juifs étrangers arrêtés en zone sud y sont rassemblés avant de partir le plus souvent pour Drancy. Avant la déportation vers les camps de l'Est, en novembre, la zone libre envahie, les troupes allemandes s'installent à Rivesaltes. Elles quittent le camp en août 1944. Le centre d'hébergement est fermé en novembre. Avant même la défaite républicaine de février 1939 et la victoire des troupes franquistes, la guerre d'Espagne, débutée en 1936, provoque des déplacements importants de population. À Couthom, 1938, la Catalogne accueille près d'1 million de déplacés. Le 26 janvier 1939, la chute de Barcelone entraîne l'exode massif vers la France de 470 000 Espagnols, dont 210 000 civils. Le gouvernement français de la Deuxième République, qui escompte le maintien de ces populations de l'autre côté des Pyrénées, ne mesure l'ampleur du phénomène qu'au dernier moment. Des camps provisoires sont d'abord installés à la frontière dans les hautes vallées pyrénéennes. L'internement répond alors à une logique d'exception. La majorité des femmes, des enfants et des vieillards sont dirigés ensuite dans des camps de contrôle ou de triage, avant leur transfert dans des centres d'accueil, surtout dans l'ouest et le centre de la France. Mais dans tous les autres se retrouvent sur les plages du Roussillon, à même le sable, longtemps sous des tentes, puis dans des baraques dans des conditions très dures. Un réseau de camps est mis en place dans les mois qui suivent. Au total, plus de 300 000 Espagnols et volontaires des brigades internationales se trouvent alors internés, dont 12 000 en Afrique du Nord. Dans leur très grande majorité, ces réfugiés sont rapatriés en Espagne. Ils sont près de 150 000 encore en France en mai 1940. La plupart des hommes n'étaient plus internés, mais avaient été associés à l'effort de guerre au sein de compagnies de travailleurs étrangers de l'armée. Après la défaite de juin 1940, cette fois, selon la logique d'exclusion du régime de Vichy, des milliers d'Espagnols seront internés, notamment à Rivesaltes. Guerre mondiale. Le camp militaire. En 1939, dès la mobilisation, le camp de Rivesaltes est utilisé en transit pour les militaires en attente d'affectation. Le 10 décembre 1940, la Défense met à disposition 600 hectares au sud du camp militaire afin de regrouper les personnes expulsées d'Allemagne. La partie militaire du camp fonctionne ensuite parallèlement au camp civil, le centre d'hébergement pour prisonniers espagnols et juifs étrangers. Officiellement ouvert le 14 janvier 1941, le camp de Rivesaltes passa sous le contrôle des autorités civiles du régime de Vichy. Il était affecté au regroupement familial d'Espagnols, de Juifs, des Tziganes, indigents et opposants politiques, étrangers, ennemis, indésirables ou suspects pour la sécurité nationale et l'ordre public. Y furent également détenus une capacité de 18 000 personnes. Le camp accueillit 21 000 détenus entre 1941 et 1942. Il fut fermé le 22 novembre 1942. Alors même qu'arrivaient les premiers internés, le statut du camp et des hommes qui sont internés n'est pas encore fixé. Il fut décidé qu'il s'agissait d'un centre d'hébergement pour familles, d'abord envisagé pour un maximum de baraques pour les hommes, d'autres pour les femmes et les enfants. Le regroupement des Juifs étrangers. Le 26 août 1942, à 5 h du matin, commencèrent les opérations de rafle des Juifs étrangers de la zone sud et leur regroupement au Centre national de rassemblement des Israélites à Rivesaltes. Ce centre est installé aux îlots J, femmes et enfants, F pour les hommes, antérieurement dédiés aux travailleurs, et K pour la réception, le criblage et le triage. Il est prévu pour un effectif de 10 000 internés, composés de familles, et pour une durée de 15 jours. Y, y sont d'abord regroupés les 1176 juifs déjà au centre dit Drancy de la zone libre. Le Drancy de la zone libre. Serge Karlsfeld note que du 4 septembre au 22 octobre, le camp de Rivesaltes a joué le rôle de Drancy de la zone libre. Il a été le camp de rassemblement de tous les juifs arrêtés dans la zone libre et le camp de transit vers le camp de Drancy pour beaucoup de ces juifs, environ 1700. Comme nous l'avons vu précédemment, durant la Seconde Guerre mondiale, des juifs sont passés par le camp de Rivesaltes.
Après le départ de l'armée allemande en août 1944, certains Allemands vont revenir au camp en tant que prisonniers. Entre 1944 et 1947, environ 11 000 prisonniers de guerre de l'Axe ont été internés au camp de Rivesaltes. On compte 526 décès, la plupart en raison des conditions de détention extrêmement difficiles et de la malnutrition. Notamment, 412 prisonniers de guerre allemands décèdent entre mai 1944 et 1945 lors d'une période de canicule. Ils sont enterrés dans le camp, puis leurs corps seront déplacés en 1961. Certains considèrent que la mémoire des prisonniers de guerre allemands est sous-documentée comparée à celle des autres. Comme le déclare Nicolas Meyer-Landrut, ambassadeur de l'Allemagne en France de 2015 à 2020, c'est une tragédie qui peut paraître petite par rapport aux autres, mais c'en est une quand même. Une nouvelle tournure de l'histoire. La guerre d'Algérie. Dans le cadre de la guerre d'Algérie, l'État envisage en 1957 de créer un camp d'internement. En parfaite discrétion, un centre pénitentiaire destiné aux condamnés, partisans de l'indépendance de l'Algérie. 527 prisonniers intègrent le centre entre le 9 mars et le 18 avril 1962, où la CIMAD tentera d'apporter une aide de service social. Le camp a accueilli le premier régiment de tirailleurs algériens, nommé plus communément les harkis. Le terme harki désigne les Algériens ayant combattu aux côtés des Français durant la guerre d'Algérie. Après les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie en 1962, les harkis sont contraints de quitter leur pays sous risque de représailles de la part du gouvernement algérien et des habitants. Selon l'historien Abderrahmane Moumen, entre 80 000 et 90 000 harkis, accompagnés de leurs familles, vont se réfugier en France, dont 22 000 passeront dans le camp de Rivesaltes entre 1962 et 1964. Certaines familles n'y restent que quelques semaines, tandis que d'autres plusieurs années. Leurs conditions de vie sont déplorables. Leur logement n'offre aucun confort et ne protège en rien des conditions météorologiques de ce milieu. Entre 1962 et 1963, 149 personnes perdent la vie. La mortalité infantile est effrayante, car 3/4 des personnes décédées sont des enfants âgés de moins de 2 ans. Ensuite, des coloniaux sont venus accompagnés de civils. De 1964 à 1966 sont parvenus au camp environ 2500 Guinéens qui sont des anciens militaires français rapatriés. Pour finir, en 1986, le camp va devenir un camp de transit et va accueillir des ressortissants espagnols en situation irrégulière. La CIMAD, seule association habilitée à pénétrer dans ces centres, a pour mission l'accompagnement social et des visites des étrangers condamnés à la conduite à la frontière. Dans ce centre, les conditions de détention sont critiquées par la CIMAD. Le camp n'étant pas considéré comme une prison, les enfants y sont autorisés, alors que le camp n'est pas aménagé pour recevoir des enfants. De plus, les femmes et hommes sont non séparés, sauf dans les dortoirs, et les temps d'enfermement sont supérieurs par rapport aux autres centres. D'après Christian Bourquin, politicien français, regarder le passé c'est construire l'avenir parce que les souffrances de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants devraient être connues de tous parce qu'on ne peut admettre que l'on nettoie les lieux et la mémoire. Pour ce faire, après plusieurs années de négociations, les travaux de construction du mémorial de camp de Rivesaltes ont débuté en novembre 2012. Son ouverture au public est réalisée 3 ans plus tard, soit en 2015, avec l'inauguration par Manuel Valls. Nous pouvons nous poser une question qui est la suivante. Quelles sont les traces qui demeurent de ce passé ? Pour répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps que de nombreuses personnes se sont battues afin que ce mémorial n'existe plus. Or, des personnalités publiques comme Simone Veil se sont... En effet, en 1997, alors que des menaces de destruction planent sur le camp, une pétition pour la mémoire vivante du camp de Rivesaltes est signée par Simone Veil, Claude Simon, Edgar Morin et de nombreux de citoyens. Ensuite, nous allons voir que nous pouvons de nos jours retrouver de nombreuses traces de ce passé.
Par exemple, le 30 octobre 1999, une stèle est érigée à la mémoire des républicains espagnols qui ont été les premiers réfugiés dans ce camp. Nous pouvons également voir que ce site a de l'importance. En effet, depuis les années 2000, le site du camp de Rivesaltes est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par le ministère de la Culture. C'est en 2005 que pour la première fois à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, une partie du camp a été ouverte au public, rassemblant environ 2000 visiteurs. Ce jour-là, Rudy Ricciotti remporte le concours d'architecte du mémorial. Nous pouvons également retrouver des traces pour la mémoire des Tziganes. En effet, en 2009, une stèle à la mémoire des Tziganes est érigée le 14 janvier. Nous pouvons voir également que le centre militaire de Rivesaltes occupe une place singulière et majeure dans l'histoire de la France contemporaine. En effet, il n'existe à ce jour aucun lieu qui rende compte soit de l'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, soit des harkis. Le défi est alors de proposer aux diverses communautés directement concernées de connaître aussi l'histoire des autres et d'aider tous les visiteurs à comprendre leur passé commun. De par sa superficie représentant environ 4000 m² et un bâtiment représentant environ 200 mètres de long, 20 mètres de large et 4 mètres de haut, le bâtiment dispose alors de nombreuses traces du passé. Il propose un auditorium avec environ 160 places, ce qui permet aux visiteurs d'avoir des témoignages précis des faits. Il comprend aussi des salles pédagogiques, un centre de documentation. De plus, nous avons pu voir l'importance de ce camp ainsi que les efforts donnés pour veiller à son bon fonctionnement. En effet, en 2006, un inventaire photographique de certains îlots, le J, le F et le K, est organisé qui permettait de répertorier tous les bâtiments et les photographies aériennes. Une opération avait été lancée qui se nommait « Faire parler les murs », qui permettait de garder trace des graffitis, inscriptions et dessins. C'est l'architecte Rudy Ricciotti qui a lancé son étude de conception. De plus, lors de notre visite au camp de Rivesaltes, nous avons pu voir de nombreux documents à l'appui qui nous permettaient d'avoir de nombreux renseignements sur tous les faits. Par exemple, nous avons pu voir que toutes les personnes qui rentraient dans ce camp étaient fichées. On prenait de nombreuses informations de ces personnes, des photos, leur taille, leur âge. Et certaines photos, même certains outils comme des rasoirs, ont été retrouvés et sont placés afin d'avoir un témoignage le plus complet possible. Nous avons donc pu voir que de nombreux acteurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, se battent pour la mémoire de ces rescapés.